En deuxième partie de ce cours sur les limites de l'intelligence, on continue. On l'a vu, la connaissance intellectuelle commence avec les idées et par le processus de l'abstraction, à travers la sensibilité. Elle se développe en s'exprimant par le jugement et en assemblant ces jugements entre eux pour constituer des raisonnements. Ainsi se développe notre connaissance, en principe en s'améliorant, en s'augmentant. Et l'on sait que le développement de cette connaissance n'est pas quelque chose d'évident. D'abord pour une personne, car nous savons tous les efforts personnels, le travail long, laborieux et difficile que nous ont demandé nos études, notre éducation, notre instruction personnelle, et aussi ce développement de la connaissance n'est pas évident non plus pour toute l'humanité, car on sait que la connaissance de l'humanité progresse au cours du temps et l'on connaît aussi tous les efforts que cela a demandé. La technique qu'on a aujourd'hui, ça a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de... Quand on regarde par exemple le développement de l'aviation, qui est quelque chose d'extraordinaire, tous les sacrifices et tous les morts que ça a coûté. Ceci met en relief deux points très importants de la vie humaine. Premièrement, la nécessité absolue de l'éducation, car une seule personne humaine ne peut pas découvrir seule toutes les connaissances intellectuelles du monde où elle vit, du fait qu'elles sont innombrables. Il lui est nécessaire d'en recevoir une grande partie par l'éducation, et petit à petit, ça on se rend peut-être pas bien compte, mais il n'est pas inutile de le mettre en relief. On en reparlera dans notre cours sur l'éducation en deuxième année. Deuxièmement, et cette nécessité de l'éducation entraîne la nécessité de la vie en commun, de la vie sociale. Car pour que l'éducation personnelle se transmette des uns aux autres, évidemment, il faut vivre à plusieurs. Et de même, si on veut que le savoir humain de toute l'humanité progresse, car ce savoir se constitue peu à peu grâce au travail accumulé de chacun et de tous. C'est pour ça en particulier, on a remarqué que la démarche de Descartes était absurde, dans ce point-là, comme en d'autres, mais aussi dans ce point-là, dans ce sens qu'il a voulu faire table rase de toute la philosophie et tout recommencer à nouveau frais à partir de lui-même. Bon, c'est un orgueil épouvantable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas remettre en cause, en question les choses qui ont été faites avant. On peut les examiner et les éprouver pour en éprouver précisément la solidité, la véracité, mais il ne s'agit pas de considérer tous ceux qui ont été avant nous comme des idiots et puis comme si tout allait commencer à partir de nous-mêmes, voilà, etc. Surtout que ça, en plus, on peut pas le faire tout seul. Et on est obligé au départ de profiter des découvertes de ceux qui nous ont précédés, au moins pour avoir cette idée de tout remettre en cause. Ces deux points importants seront au fondement du cours de deuxième année portant sur la doctrine sociale de l'Église. Ces points mettent en relief ici un certain aspect de limitation de l'intelligence humaine qui ne peut pas acquérir sa connaissance seule, mais elle a besoin des autres, déjà de ce patrimoine immense d'acquisition de connaissances de l'humanité, et aussi personnellement de personnes au pluriel qui l'aident à tirer le meilleur profit de cet acquis au cours des siècles et de leur expérience personnelle. Par exemple, au début, j'ai appris la menuiserie,
il y a toute une... les gens bénéficient de toute l'expérience de plusieurs, je sais pas combien, centaines de générations. On a des signes en menuiserie, en charpente qui remontent, on ne sait pas jusqu'où ça remonte, hein. Et puis l'expérience des maîtres qui nous ont appris, hein, qui avaient aussi leur expérience personnelle, qui étaient porteurs de cette longue expérience des générations précédentes. Ce que découvrirait un individu laissé à lui-même dans le monde serait tellement rudimentaire que nous avons du mal à nous le représenter, hein. On peut y réfléchir, hein, supprimer dans votre vie tout ce que vous avez reçu des autres et essayer d'imaginer qu'aurait été votre connaissance s'il avait fallu que vous l'acquiriez vous-même sans personne, hein, à quoi ça se réduirait. On ne peut pas trouver en une vie ce que l'humanité a mis des millénaires à découvrir, hein, bien sûr. Toutes ces connaissances intellectuelles, en particulier, ça nous met l'accent sur un des gros défauts aujourd'hui, de cet orgueil aussi abominable, de croire qu'aujourd'hui on connaît tout, on est enfin arrivé à la vraie, véritable connaissance, alors que les générations qui nous ont précédés se sont toutes plantées. Hein, quand on parle, j'entendais l'autre fois une interview de personnes, quand on parlait sur le sujet de l'homosexualité, il y a une femme qui disait bon, on va pas revenir au Moyen-Âge, comme si le Moyen-Âge c'était les Zoulous de l'Europe de l'époque qui étaient complètement tarés. Ah bah non, ça c'est qu'à voir les cathédrales, hein, gothiques, rien que ça nous montre quel siècle prodigieux ça a été, hein. On n'est même plus capable de construire des choses on va voir, toutes les constructions d'aujourd'hui, dans 500 ou 700 ans, ou 1000 ans, où elles en seront, hein. Toutes ces connaissances intellectuelles constituent un patrimoine commun de toute l'humanité qu'il faut conserver, continuer à développer et transmettre, hein. Voilà. Ça, c'est important pour le monde d'aujourd'hui, hein. Qui croit qu'on a tout trouvé, on est les supérieurs, on est la race supérieure maintenant, alors que le reste, ça n'a été que... bon, hein, on est là-dedans maintenant. Alors que sans ce qui a précédé, bon, on serait loin d'être ce qu'on est aujourd'hui, hein, même du point de vue de la société, même du point de vue de la technologie, hein. Ça ne veut pas dire que les civilisations vont comme naturellement en progressant en tous les domaines, hein. Nous savons qu'elles peuvent aussi régresser, se dégrader, comme on le voit nettement aujourd'hui, hein, comme on l'a dit, on le redira encore, par exemple du point de vue moral, hein. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amour, il n'y a même plus de sexe, hein. L'homme peut être la femme peut être l'homme, il peut y avoir des couples entre hommes et entre femmes. Mais il y a eu tout de même, dans l'ensemble, au cours des temps, une certaine progression pour arriver aux civilisations d'aujourd'hui, qui profitent d'une grande richesse de connaissances, de sagesse. La connaissance intellectuelle humaine se développe donc par un travail long, lent, difficile, laborieux. On a déjà parlé dans nos cours précédents d'une certaine construction entre guillemets de la connaissance, hein, entre guillemets, parce que c'est pas une pure construction de nous-mêmes, c'est une construction au modèle de la réalité, si on veut être dans la vérité, hein, on l'a bien compris. On peut développer ici ce point en remarquant que la connaissance intellectuelle a 3 caractères particuliers. Premièrement, elle est partielle. Notre intelligence ne découvre pas toute la réalité d'un seul coup, elle n'en saisit qu'une petite partie à la fois, un aspect seulement de la vérité, hein. L'intelligence a une certaine amplitude, au-delà de laquelle elle ne peut pas saisir, comprendre, parce que c'est trop grand pour elle. Et c'est important de savoir ça aussi, parce qu'on va voir que les esprits purs, qu'on appelle les anges en théologie, ont une capacité, selon leur degré, beaucoup plus grande que nous, de saisir une chose beaucoup en une seule fois.
Donc cela est vrai, ce qu'on vient de dire là pour la nature humaine en général, car même le plus grand génie doit apprendre par partie, bien que lui puisse en saisir de plus grandes à la fois que le reste des hommes. Et parmi tous les hommes, il y a des degrés d'amplitude d'intelligence différents, hein, en sorte que certains pourront saisir en une seule fois ce que d'autres ne comprendront qu'en plusieurs. Cela grâce à l'explication, hein, qui déplie pour ainsi dire, l'objet intelligible, c'est-à-dire qui le coupe littéralement en plusieurs morceaux pour le rendre plus assimilable pour des intelligences plus faibles. Hein. Explicare en latin c'est le contraire de compliqué. Picare, ça veut dire un petit peu l'idée de Picard a l'idée de plier. Donc, explicare, ça veut dire déployer, développer, déballer. Peut-être pas déballer, non, mais déconcentrer. Hein, mettre les choses, étaler les choses devant l'intelligence pour qu'elle arrive à saisir l'ensemble par petites parties plus facilement. Hein, voyez. Deuxièmement, de ce fait, notre connaissance intellectuelle est successive. C'est-à-dire que l'intelligence doit ensuite, après les avoir découpées pour mieux les assimiler, assembler ces morceaux de réalité en elle à la ressemblance de la réalité. Hein. C'est ce qu'on a appelé une certaine construction, hein, qu'il ne faut pas voir, on le répète, comme un pur produit de l'esprit, car pour que la connaissance soit véritable, on a vu qu'elle doit être à la stricte ressemblance de la réalité. Hein. On assemble ainsi les idées une à une pour former la connaissance, la science, de même qu'on assemble les pierres d'une construction une à une pour élever un édifice. Hein, vous voyez, c'est clair, hein, je crois qu'on n'a pas besoin de trop d'explications pour ça. Le travail dans l'école en est une bonne illustration. Hein. Les connaissances s'acquièrent successivement. Et troisièmement, ainsi, conséquemment, la connaissance est progressive. La connaissance humaine, c'est-à-dire qu'elle est censée aller vers son progrès, vers une croissance de la vérité en nous. Cela vient de ce que l'objet de l'intelligence est l'être, et de ce qu'en chaque acte de connaissance, on ne saisit qu'un aspect de l'être. Hein. Et c'est pourquoi l'intelligence tend naturellement vers la croissance de sa connaissance, tant que son objet propre qui est l'être est incomplet, n'est pas intégral, n'a pas sa plénitude. Bon, vous sentez que on va vers l'infini là, hein, parce que hein, l'objet de l'intelligence c'est l'être, et à chaque fois qu'on connaît, on connaît un certain aspect de l'être, mais on connaît pas l'être. C'est pas facile ce que je dis là, on va le découvrir, on va en parler d'ailleurs du mystère métaphysique de l'être. L'être englobe en lui d'une certaine manière l'infini, parce que l'être c'est tout ce qui existe ou peut exister. Alors vous voyez jusqu'où ça peut aller. Hein. Et c'est tout ce qui existe de ce dont on a l'expérience sur la Terre aussi, de ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire le monde supérieur, surnaturel des anges et de Dieu. Hein. Nous verrons que le seul être qui répond pleinement à ce désir dans l'intelligence, c'est Dieu seul. Hein. Parce que lui seul est pleinement l'être. Ce qu'on exprime métaphysiquement en disant qu'il est l'être pur, l'acte pur, sans aucun mélange de puissance limitative. On va voir ce que ça veut dire. Je ne sais plus si on l'a vu déjà. Donc, notre connaissance est partielle, successive et progressive. On exprime cela en un seul mot en disant que la connaissance humaine est discursive. Discursive.
Dans discursif, nous avons le radical latin cursus, hein, qui veut dire courir, et le préfixe dis, qui marque la séparation, la différence. Hein, ça, c'est le revers. De toute façon, c'est connu quand on connaît le latin. Ce préfixe marque le fait que la connaissance humaine est partielle, c'est-à-dire se fait par parties séparées, différentes, par morceaux, et le radical cursus signifie que on court à partir de ces morceaux de façon successive vers la progression, hein, vers l'intégralité, si on peut dire, de la connaissance, l'achèvement de la connaissance, en considérant les choses les unes après les autres et en les assemblant pour en faire un tout cohérent. Le mot discours appartient à la même racine. Hein. Dans un discours, on expose, bon, on dit peut-être plus trop ça maintenant, mais c'était un terme qui signifiait qu'on expose les différentes parties d'un sujet pour en donner un tout cohérent. Hein. Mais on entend aussi parler de intuitif, comme la femme qui serait, dit-on, plus intuitif que l'homme, lequel est plus rationnel. Hein, discursif, intuitif, ce sont deux termes, on va voir, qui sont cousins. Hein. La femme sent certaines choses que l'homme ne comprend pas sans qu'on les lui ait expliquées de long en large. Hein. Qu'est-ce que cela signifie? Il y aurait-il une connaissance intuitive et une connaissance discursive? Vous savez, la femme, elle va sentir des choses, et c'est vrai, bon, des fois elle se trompe, mais elle va sentir des choses sans qu'il y ait une explication rationnelle, qui sont vraies, alors que l'homme a besoin d'un développement rationnel. Hein. Par exemple, la maman, elle sent, elle comprend tout de suite ce que veut son bébé, pas toujours, mais souvent, alors que l'homme, faut lui écrire noir sur blanc et encore avec des gros caractères. Bon, c'est de façon générale, après il y a des exceptions. Hein. On le sait, c'est connu, l'homme est plus rationnel, la femme est plus intuitive. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en philosophie? Là, bon, dans la vie courante, ça se tient, c'est vrai qu'on peut accepter ça, mais en philosophie, il faut bien préciser, hein, ces cours sont faits pour retrouver la vérité, hein, savoir où on en est, dans toutes ces notions de base. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Intuitif en philosophie veut dire d'un seul regard. Et connaissance intuitive veut dire voir les choses d'un seul regard. Hein. Intubere. On comprend ainsi, si on réfléchit un peu, qu'il doit nécessairement y avoir en tout homme une connaissance intuitive et une connaissance discursive. Hein. Et pourquoi? Avant, en effet, de connaître de façon discursive, c'est-à-dire morceau par morceau de réalité, suivez bien, il faut d'abord voir ces morceaux. Et cela se fait d'un seul regard, comme on l'a vu. Hein. C'est la première saisie qui est simple, c'est-à-dire qui voit d'un seul coup, dans laquelle il ne peut pas y avoir d'erreur. Vous vous souvenez, hein, on saisit ou on ne saisit pas. Et dans cette saisie du simple, comme on le disait, des personnes peuvent saisir des morceaux de réalité, si on peut dire, plus importants que d'autres. Hein. De même aussi, dans le jugement entre deux notions, avant de prononcer un jugement, on a vu qu'il fallait nécessairement au préalable voir le lien entre ces deux notions avant de se prononcer. Hein. Par exemple, cet homme est coupable, de prononcer ce jugement. Ou bien, n'importe quel jugement attributif, hein, un sujet, un verbe être plus un attribut. Hein, il faut voir le lien avant de l'affirmer. Précisément pour être au modèle de la réalité, pour être dans la vérité. S'il n'y avait aucune connaissance intuitive, je rappelle que là, si vous avez du mal à suivre, ça veut dire que vous n'avez pas bien suivi les cours précédents et qu'il faut revoir, hein, au moins le résumé. Hein.
S'il n'y avait aucune connaissance, bon, ceci dit en toute amitié, en toute gentillesse, hein, mais bon, on rappelle que c'est une formation complète qui demande un peu de travail et qui demande de suivre les cours les uns après les autres parce qu'ils se dépendent. C'est un ensemble qui dépend des parties. Hein. S'il manque une partie, l'ensemble ne peut pas se constituer. S'il n'y avait aucune connaissance intuitive, on ne pourrait pas connaître. La connaissance ne pourrait jamais commencer. C'est l'essentiel de la connaissance. Ensuite, une fois qu'on a saisi ces notions simples et les liens qui unissent certaines d'entre elles, on peut former des jugements et des raisonnements et avancer dans la connaissance de façon discursive. Vous voyez la différence entre intuitif et discursif? Intuitif, voir les choses d'un seul regard, ce dont on a besoin dans la connaissance parce qu'avant de construire, il faut avoir les pierres. Et discursif, c'est-à-dire en assemblant ces pierres pour former la construction en nous au modèle de la réalité. Et on comprend que ce pouvoir intuitif de l'homme dépend de l'acuité de son intelligence. En sorte que plus son intelligence sera grande, plus son pouvoir intuitif sera grand. Vous voyez ? On voit qu'intuitif en philosophie est un peu différent de ce qu'on entend dans le langage courant. Hein. On va préciser ce point parce qu'il peut être cause d'erreurs importantes. On peut distinguer trois formes de ce qu'on appelle connaissance intuitive dans le langage courant. Premièrement, il y a le faux intuitif, qui en fait cache par-dessous une certaine forme de raisonnement, mais mal déterminé, un peu flou. Hein. Un raisonnement est discursif, mais on peut en saisir certains simples assez rapidement, au point qu'ils paraissent être intuitifs, comme se réalisant d'un seul regard, alors qu'ils sont en réalité des raisonnements, mais incomplets. Hein? Certains aspects, oui, j'ai dû faire une faute. Là. Je recommence, donc un raisonnement est discursif, hein, dans ce cas-là, dans le faux des intuitifs, mais on peut en saisir certains aspects assez rapidement, au point qu'ils paraissent être intuitifs, comme se réalisant d'un seul regard, alors qu'ils sont en réalité des raisonnements, mais incomplets. Hein. C'est là ce qu'on appelle l'antimème, hein. Je ne sais pas si j'en parle ici en termes philosophiques de logique. C'est la source de nombreuses erreurs dans le langage courant, vous comprenez, hein. Parce qu'ils peuvent avoir une apparence de vérité de la manière qu'ils sont présentés, c'est-à-dire incomplets, alors qu'ils apparaîtraient faux s'ils étaient formulés correctement. Bon, je suis peut-être pas très bien, mais en gros, si vous voulez, ce sont des jugements ou des raisonnements discursifs, mais dont il manque des morceaux dans le processus rationnel de démonstration, et qui apparaissent comme des jugements simples. Hein. Et en fait, ce sont des faux intuitifs du fait qu'il manque des parties à une saisie qui en fait est discursive. Hein. C'est pour ça qu'on appelle un faux intuitif. La personne sent qu'il y a une certaine vérité, elle expose ainsi, alors que l'erreur apparaîtrait si on exposait bien la pensée comme il faut. Donc d'où la logique, l'importance de la logique. Là, on a mis en plus de ce que met le programme de Jean Dejean, on a mis un cours de logique à la fin de la première année pour voir comment fonctionne l'esprit justement dans sa recherche de la vérité et pour savoir détecter ces erreurs là par des vices de forme, du processus logique. La logique, c'est ce qui étudie le fonctionnement précisément de la raison
pour arriver à la vérité. Il y a des lois, hein, il y a des lois rationnelles de la raison, du fonctionnement de la raison, comme il y a des lois physiques. Hein. Et si on ne suit pas ces lois, on tombe dans l'erreur. Hein. Ça, c'est le travail des logiciens qui a été fait aussi au cours des siècles. Ça a commencé avec le grand Aristote, il a déjà fait, il a mis toutes les bases, hein, il a fait un travail extraordinaire. Et voilà, les logiciens modernes ont beaucoup travaillé ces sujets, mais tout était déjà chez Aristote. Hein, la science, la logique, la science du fonctionnement de l'esprit pour arriver à la vérité, précisément parce que l'esprit a besoin du fait qu'il a une recherche discursive. Il a un fonctionnement interne pour assembler les choses entre elles, et c'est le mode de fonctionnement de l'esprit qui étudie la logique, hein. Les lois du fonctionnement de l'esprit. L'esprit du monde se sert abondamment de ce genre de procédé pour faire passer pour vrai ce qui est faux, et justifier par exemple son immoralité, comme dans cette supercherie manifeste en ce moment du soi-disant mariage pour tous, hein, voulant faire croire, vous voyez, voulant faire croire à une certaine injustice pour certains, alors que le mariage est pour tous depuis bien longtemps, hein, seulement il est pour tous en ce sens qu'il est pour ceux qui veulent se marier, hommes et femmes, mais pas entre hommes ni entre femmes. Hein. Le mariage, il a toujours été pour tous, mais dans le sens où il est pris de façon correcte. Bon là, je soulève un gros problème aujourd'hui qui a du mal à être compris, on va peut-être pas trop approfondir. Je sais plus si on en parle, parce qu'à l'époque où on a établi ces cours, hein, ça a été très vite. Hein. Quand on a établi ces cours, on n'en était pas où on en est arrivé aujourd'hui, hein, jusqu'à justifier et même légaliser le mariage homosexuel. Hein. C'est incroyable, ça. On n'a jamais vu ça dans l'histoire, hein. Jamais. Hein. L'homosexualité a toujours existé, mais on n'a jamais vu, à ma connaissance, légaliser l'homosexualité, hein, pour dire à quel point on est arrivé aujourd'hui. Hein. Et on veut faire croire qu'aujourd'hui c'est un progrès et qu'avant on n'y connaissait rien et qu'on a tout loupé. Hein. Là, c'est vraiment le mensonge dans toute sa splendeur. Hein. Donc, le remède, on le comprend tout de suite, c'est de bien mettre en lumière le développement du raisonnement pour voir s'il est correct. Voilà, les faux intuitifs. Deuxièmement, nous avons aussi dans ce genre ce qu'on appelle l'intuition féminine, mais ce peut être aussi chez l'homme, hein, et où on sent plus qu'on ne voit quelque chose qui se vérifie parfois. Il peut y avoir là une certaine piste de vérité, comme dans l'intuition féminine. Hein. Les femmes, en effet, sont assez douées pour deviner certaines choses que les hommes ne voient pas, comme on le disait, comme par exemple une femme sait si son enfant est en danger, même à distance, ou si son mari a des soucis, elle lui cache quelque chose. Hein. Elles sont fines. Hein. Pas toutes, c'est pas toujours pareil, il y a des exceptions partout. Ce peut être un bon instrument pour mettre sur une piste de vérité, comme dans le cas précédent du raisonnement sous-jacent, mais il ne faut pas le prendre, ce regard intuitif, pour une vérité, parce que la chose n'est pas vue clairement, elle est seulement sentie, sans que l'on puisse expliquer pourquoi. Hein. Il faut ensuite savoir si c'est bien vrai et expliquer pourquoi. Hein, parce que le développement naturel de la connaissance est rationnel, humaine, rationnel. Nous devons être très attentifs en ce domaine, parce que le démon peut s'en mêler, nous faire sentir des choses qui sont très vraies, vérifiables au début, pour nous mettre en confiance dans ce sens mystérieux, hein, peut-être on peut appeler ça un sixième sens, et une fois bien mis en confiance, nous entraîner le démon dans son jeu qui est la mort au bout et une vie infernale. Ça, on a des exemples de ça. On sait que, et plus on s'enfonce dans le jeu ADD, hein, qu'appelle le démon, plus il est difficile d'en sortir après. Hein. Ça, on peut arriver à des drames effroyables, hein, dans la vie humaine. Hein.
On sait que le but du démon est la perte de l'humanité. Il attire plus facilement les femmes dans ce jeu, qui sont plus sujettes à ce genre de choses, plus attirées. Donc, on peut se servir de ce genre d'intuition, mais il faudra toujours vérifier ce qui semble en provenir par nos moyens proprement humains. Sinon, si on ne va pas selon la connaissance naturelle de l'homme, on n'a plus de référence et c'est la porte grande ouverte sur l'erreur et on sait tous les dommages qu'elle peut apporter. C'est ainsi qu'une femme, par exemple, peut soupçonner de façon erronée son mari d'infidélité et détruire toute une vie de famille. Bon, ça arrive plutôt chez l'homme en général, je crois, mais bon. On peut compter dans ce genre l'expérience mystique, qui est une compréhension globale d'un objet surnaturel, sans appui sur un raisonnement ni sur l'expérience. Elle peut être très certaine, et même plus que la connaissance naturelle de l'homme, si elle vient bien de Dieu, mais il faut être extrêmement prudent dans ce domaine, car il est très difficile de savoir si elle vient bien de Dieu, car il est très difficile de savoir si elle vient bien de Dieu ou du démon. Même l'Église, qui a l'ultime référence en la matière, est extrêmement prudente en ce genre de choses. Donc, si on en a des expériences mystiques, c'est pas impossible, Dieu peut se révéler comme il veut, à qui il veut. Il faut les prendre avec une extrême prudence. Pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on croit être révélation de Dieu, c'est-à-dire ne pas s'y fier facilement et consulter un spécialiste en la matière si on en trouve un. Encore, et ça c'est pas facile non plus. Il y a certains signes qui permettent de reconnaître si ça vient de soi, de Dieu ou du démon, mais il faut être très calé en la matière. Une troisième sorte de jugement intuitif est le jugement esthétique, qui se manifeste devant la beauté d'une œuvre d'art. Quand nous nous trouvons devant quelque chose de très beau, nous ne savons pas expliquer pourquoi c'est beau. Nous ne savons que dire « Oh, c'est beau, oh, ce que c'est beau, oh, t'as vu, comme c'est beau, oh, c'est magnifique, c'est splendide. » Mais on ne sait pas l'expliquer. Nous le ressentons, nous le saisissons même très fortement, mais on ne sait pas expliquer pourquoi c'est beau. Pourquoi, par exemple, trouvons-nous un visage très beau et un autre très laid? Ils ont tous les deux yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des cheveux, un cou. Pourquoi l'un est très beau et pourquoi l'autre est très laid? Ça tient parfois à pas grand-chose, C'est une saisie globale, sans pouvoir l'expliquer, l'analyser, le jugement esthétique. Esthétique, c'est le terme grec pour exprimer les choses de l'art. Les philosophes qui ont réfléchi sur toutes ces questions ont tout de même trouvé que la beauté résulte de l'harmonie entre les éléments constitutifs d'une œuvre. Que ce soit une œuvre de peinture, harmonie des couleurs, de sculpture, harmonie des formes dans l'espace, ou musicale, harmonie des sons. Mais bon, si on approfondit l'harmonie, qu'est-ce que l'harmonie? Une certaine proportion des parties, oui. Mais ensuite, quelle proportion? Bon, on a cherché des lois après, comme le nombre d'or ferait partie de la constitution des œuvres d'art, de la nature. Donc, il peut y avoir une certaine forme de connaissance intuitive en l'homme, mais ça ne sera jamais qu'une piste vers une connaissance certaine, pas vraiment une connaissance, et il faudra toujours la vérifier de façon discursive, parce que c'est la seule voie pour l'homme de connaître avec certitude. Bon, là, on touche aussi à un problème important, le problème de l'art. On va pas le développer ici, d'ailleurs, c'est pas trop on n'a pas trop approfondi ce problème. Mais bon, il est manifeste que dans l'art, on trouve des choses très belles et qui se vendent très cher et qui,
pour moi, à mon avis, n'ont aucune valeur artistique. Mais souvent, ce sont une espèce de snobisme, une espèce on est d'accord pour dire que c'est très beau, on décide de la beauté des choses, alors que elles n'en ont pas vraiment en elles-mêmes. Hein. Et de là, on est arrivé aussi, là, dans ce domaine-là, arrivé à l'incertitude aussi, parce que, et à dire, chacun a sa façon d'apprécier la beauté, chacun a sa façon de définir la beauté. Donc c'est faux, il y a des choses qui sont vraiment belles en elles-mêmes, comme une personne, pour nous les hommes, on est plus sensible à la beauté des femmes, vous avez des femmes qui sont vraiment très très jolies. Hein. Bon, après, il y a des détails de goût, hein, certaines les aiment plus fortes, les autres plus minces, etc. Mais bon, déjà là, il faut voir si on aime, ce qu'on aime, c'est en vue de, si c'est fautif, hein, ça peut être fautivement sexuel, en recherche du plaisir sexuel, même inconscient, qui va définir la beauté d'une femme, et vraiment du point de vue esthétique de la beauté en elle-même, il y a quand même une beauté en elle-même de la personne, une proportion des formes, etc. Et puis même dans le mouvement. On ne peut pas dire que tout dépend du goût de chacun, hein, que tout est subjectif. C'est faux. Alors, il y a une certaine part, dans l'art, il y a une certaine part de subjectivité. Bon, là, c'est un peu compliqué, hein, je dis, j'ai pas approfondi le problème, mais en gros, on voit quand même, je connais quand même le problème dans ces lignes générales, c'est que il y a certainement une existence objective de la beauté dans les choses, qui est aussi mêlée de subjectif selon ce qu'on a vécu, ou selon, simplement, donc, il peut y avoir un côté. Par exemple, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma jeunesse dans une pièce qui était bleue, maintenant le bleu m'apparaît comme une couleur à fuir. Hein, inconsciemment, je m'en rends pas compte. Donc ça, c'est le subjectif au mauvais sens du terme. Et ça peut être aussi subjectif dans le bon sens du terme, dans le sens où certains aspects de la beauté me touchent plus, moi, que d'autres personnes. Hein. Par exemple, je préfère le rouge, simplement, enfin, je prends un exemple, n'importe quoi, alors qu'une autre personne préférerait le vert, couleur dominante préférerait le vert. Bon, ça, je pense que c'est laissé à l'appréciation de chacun. Je dirais que ce sont des appréciations secondaires. Le subjectif se logerait, si on peut dire, dans la vie d'une personne de façon secondaire, mais il y a quand même principalement une beauté objective en soi, qui vient de Dieu d'ailleurs, et Dieu est infiniment beau. Hein. Non seulement il est beau, mais il est la beauté elle-même. Hein. Donc ça, c'est pas subjectif. Hein. Donc on continue. De ce que l'intelligence humaine procède de façon discursive, implique la nécessité de conserver les connaissances intellectuelles. Hein. Imaginons un peu ce que serait notre vie si on ne pouvait rien retenir de ce que l'on comprend. Hein, on n'a jamais pensé sûrement à ça. Hein. Il n'y aurait pas de science possible. Hein. On n'aurait que le morceau, entre guillemets, de réalité que l'on saisit à l'instant, qui disparaîtrait aussitôt, l'attention portée à autre chose. Hein, vous voyez, si on n'avait rien pour retenir, la connaissance elle défilerait, et on ne retiendrait rien, et on ne connaîtrait rien en fin de compte. Hein. On ne connaîtrait qu'à l'instant présent. Il faut nécessairement admettre une mémoire de l'intelligence, hein, dans laquelle nous accumulons les notions que nous allons assembler pour former des jugements, avec lesquels jugements on va former des raisonnements, et assembler tout cela en un tout cohérent, qui augmentera à mesure du progrès de la connaissance. Hein. Sans une mémoire intellectuelle, on ne pourrait absolument pas progresser,
La connaissance humaine ne pourrait pas être discursive. Eh bien, cette mémoire intellectuelle est ce qu'on appelle la science. La science est tout simplement la réalité découverte et conservée par l'intelligence. C'est l'assemblage dans l'esprit de la réalité découverte par les idées. C'est la construction dont nous avons parlé. Les idées, bon, je vous le rappelle, si vous l'avez oublié, des cours précédents, ce sont ces morceaux entre guillemets de réalité qui sont dans l'esprit. On appelle ça, dans la réalité, on appelle ça l'essence, les essences, les natures des choses, entières ou par partie. Et dans l'esprit, on appelle ça l'essence et les notions ou les idées. Je rappelle, ça n'a pas le même terme du tout, pratiquement que le terme idée quand entendu au sens commun. Alors, il faut ici distinguer la science commune et la science des savants. La science commune est celle de tout homme. C'est un savoir constitué comme un tout d'une certaine cohérence avec la logique naturelle par laquelle on sait faire des jugements et des raisonnements simples. La science, ça vient du latin scire, qui veut dire S-C-I-R-E, qui veut dire savoir, tout simplement. La science des savants, ou science élaborée, est un savoir plus élaboré, méthodique, avec une logique établie comme science, qui donne les règles de parvenir plus sûrement au vrai, grâce à laquelle science on peut aller beaucoup plus loin dans la connaissance. Bon, il y aurait beaucoup à dire, on en parlera dans notre cours sur la logique, le 16e cours de la première année. Et une science élaborée a son propre sujet, ses propres principes et sa propre méthode de fonctionnement. Je rappelle que ces cours ne sont pas j'ai dû oublier de les mettre dans la présentation générale du début. À chaque fin d'année, il y a un cours supplémentaire. Il n'y a que la fin de la deuxième année où le cours sur le marxisme, le 16e cours est marqué. En première année, donc le 16e cours, c'est la logique, et en troisième année, ça sera en principe, si je le fais, je pense que je le ferai, ça sera sur la franc-maçonnerie. Une science élaborée a son propre sujet, ses propres principes et sa propre méthode de fonctionnement. On a déjà vu une diversité des sciences, selon le degré d'abstraction, où l'on a découvert la physique, les mathématiques et la métaphysique. Le sujet n'est pas le même, ni les principes, ni le mode de procédé. Ça, c'est ce qui distingue les sciences au point de vue scientifique. C'est ce qui explique la diversité des sciences. Il n'y a pas qu'une science de toutes choses, parce qu'on ne peut pas étudier toutes choses de la même manière, tout simplement. Et les sciences tendent à se diversifier de plus en plus à cause de l'extension du savoir. L'unicité d'une science, le fait qu'elle soit une, dont ont rêvé certains philosophes depuis Platon jusqu'à Hegel, est donc impossible, et cela à cause du fait que la connaissance humaine est discursive. Ce fait d'être discursif, en effet, implique de raisonner avec des éléments du même genre. On ne peut pas, par exemple, partir de principes mathématiques pour aboutir à une conclusion métaphysique. C'est pas le même langage, si on peut dire. Le sujet n'est pas le même, ni les principes, ni la méthode. Encore une limite de l'intelligence, vous voyez. Parce que si l'intelligence n'était pas limitée, comme celle de Dieu, on verrait tout d'un seul regard. Ce qui fait que quand les sciences sont diversifiées, les moyens de connaissance, les méthodes de connaissance, c'est à cause de cette façon discursive de procéder qui part de principe, qui a une méthode et puis qui a une façon discursive de procéder. Une autre conséquence de la connaissance discursive, c'est la possibilité pour l'homme de l'erreur.
Ah, c'est embêtant. Si on voyait tout d'un seul regard, on se tromperait pas, hein. De même qu'on ne peut pas se tromper avec le simple, le non composé. Mais le fait que nous passions ainsi, pas à pas, d'une chose à une autre, tous ces efforts laborieux font qu'il nous arrive parfois de nous tromper en assemblant en nous, comme on l'a vu, quelque chose qui n'est pas assemblé dans la réalité, pour une raison ou une autre. Hein? On a vu les conditions pour éviter l'erreur, mais elle fera toujours partie de la vie humaine, hein, comme on l'a vu, et cela encore est une limite de l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il n'y a pas le risque zéro d'être dans l'erreur. Hein? Il y a toujours un certain risque. Ce qu'il faut, c'est lui donner le moins de chances possible de se produire en nous, et donc être extrêmement prudent et attentif, et il faut être très humble. Hein? L'ignorance, par contre, nous la connaîtrons toujours. On ne peut pas tout connaître. Il n'y a que Dieu qui connaît tout, parce que lui seul a une intelligence capable de tout connaître. On verra ça, hein, on verra comment. Nous aurons toujours certaines limites, selon notre nature, et chacun selon notre personne. Et de même, les anges, qui sont pourtant des esprits supérieurs, hein, ils connaissent mieux que nous, ils ont une amplitude d'intelligence plus grande que la nôtre, mais selon leur degré. Et de toute façon, même les plus grands anges, qui ont des capacités très très grandes, sont aussi limités, du fait qu'ils sont des créatures. Ce qu'on dit là n'est pas si évident, car il y a quelques dizaines d'années, la science, comme on dit pompeusement avec un grand S, se vantait de bientôt tout connaître. Hein. Bientôt on saura tout, bientôt on maîtrisera tout. Bon, ils sont revenus de leur enthousiasme, faux enthousiasme. En fait, plus on connaît, plus on s'aperçoit qu'il y a à connaître. Le réel, c'est tout, y compris Dieu, et Dieu est infini. On se rappelle la juste mesure entre deux excès. Dire qu'on ne peut rien connaître et dire qu'on pourra un jour tout connaître. Hein. Le juste milieu, c'est de savoir qu'on peut connaître beaucoup de choses, mais on ne connaîtra jamais tout, parce que Dieu seul a une intelligence qui peut tout connaître. Et c'est bien, car on aura toujours à découvrir, jusque pendant toute l'éternité. Ce qu'il faut, c'est être toujours ouvert, comme on l'a vu, ouvert à l'infini. Certains chrétiens à ce sujet ont une certaine crainte de la vérité, crainte peut-être qu'elle ne les conduise dans une mauvaise direction. Hein? Mais il n'y a pas à avoir peur de la vérité. On sait qu'il n'y a que deux alternatives, hein? Soit la vérité, soit l'erreur. Il n'y a pas de milieu entre les deux. Il n'y a rien qui puisse être en même temps vérité et erreur. Or, la vérité, c'est la réalité connue, et la réalité, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle, vient de Dieu. Donc, aller vers la vérité, c'est aller vers Dieu. Et donc, il n'y a pas à avoir peur de la vérité, car c'est un chemin vers Dieu, où c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui a dit « Je suis la vérité ». L'erreur et le mensonge, par contre, viennent du prince du mensonge. Donc, comme il n'y a que deux alternatives, la vérité ou l'erreur, le mensonge, si l'erreur et le mensonge viennent du prince des ténèbres, il ne faut pas se demander d'où vient la crainte de la vérité. Hein? Il nous fait craindre ce qui est bon pour nous attirer dans ses pièges. Vous voyez ? Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs, cette crainte de la vérité. Bon, il y a plusieurs sortes de craintes, mais là on parle surtout de celles qui
qui pourrait à terme nous révéler des choses qui pourraient nous faire du mal ou des choses comme ça, vous voyez. Une crainte, une espèce de phobie, hein, une crainte irrationnelle. Alors là, on explique que il n'y a pas à avoir à craindre que la vérité soit irrationnelle, justement, puisqu'elle est tout le contraire. Hein. C'est par tout ce qu'il y a de plus rationnel qu'on y arrive. Donc elle ne peut que nous plaire. Si on est bien dans le sens de l'appréciation native de nos facultés. Hein. La vérité est tout ce qu'il y a de meilleur pour nous, on l'a vu, c'est le bien de notre plus haute faculté, l'intelligence, et de plus, elle nous sert de lumière pour nous guider, et donc on n'a qu'à y gagner. Hein. La vérité conduit tout droit à Jésus. Hein. Rappelons-nous le premier message de notre grand pape Jean-Paul II, « N'ayez pas peur, hein, vous vous rappelez ? C'est-à-dire, n'ayez pas peur, avant tout, de la vérité qui est Jésus. Si nous nous laissons séduire par la vérité, nous irons tout droit à Jésus, notre bonheur éternel. Il y a d'autant moins à avoir peur de la vérité que nous avons été faits pour elle. Oui, on disait, on ne voit pas pourquoi on aurait peur de la vérité. S'il y avait une certaine crainte, dans ce sens où parfois la vérité nous remet en cause et nous bouscule un peu. Hein. Des choses qu'on croyait vraies, dans lesquelles on se complaisait, et quand on découvre, si on peut dire, la véritable vérité, ça remet en cause ce qu'on croyait. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas être dérangé, on aime bien construire, on aime bien avoir des meubles, des tiroirs, avec des tiroirs dedans, où les choses sont bien rangées, bien placées, enfin pour pas mal de personnes. Et on a un peu peur que la vérité vienne nous forcer à reconsidérer tout ça, et puis à changer de meuble, à changer les tiroirs, à tout réétiqueter, tout un boulot. Bon, qu'est-ce qu'on répond à ça? Si on est dans la vérité, il n'y a pas de feinte à avoir, la vérité ne va pas aller contre elle-même. Et puis si on n'est pas dans la vérité, la vérité va mettre en lumière, c'est l'erreur, et la vérité va mettre en lumière l'erreur, et on n'a qu'à y gagner, parce que l'erreur est nocive, hein, comme on le disait. Donc, si on est dans l'erreur et qu'on ne le sait pas, la vérité va nous rétablir sur la route du bonheur, en fin de compte, hein, parce qu'on est fait pour la vérité. Puisque l'erreur est nocive, hein, on le répète. Jésus n'est pas venu pour autre chose que pour nous faire connaître la vérité. Hein. Il a dit à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci. Hein. » On ne fait pas attention à cette parole-là, mais qui est très importante. Pourquoi Jésus est venu au monde, hein, pour nous sauver, pour nous aimer, pour mourir sur le non. Bon, il y a ça aussi, mais là il dit précisément pourquoi il est venu. Je suis venu, je suis né, et je suis venu dans le monde. Vous pouvez vérifier Saint Jean, Évangile de Saint Jean, chapitre 18, verset 37. Je suis né et je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Hein. Alors ne dites pas qu'est-ce que la vérité comme Pilate maintenant. Hein. On commence à savoir ce que c'est. Il faut nous encourager et encourager nos frères à rechercher la vérité. Hein. C'est la plus belle publicité que nous pouvons faire pour Jésus. Et on sera responsable de ça. Hein. Il ne s'agit pas de vivre la politique de l'autruche en se cachant la tête dans le sable et en disant je sais pas vérité, je connais pas. C'était comme ça, je savais pas. Excusez-moi. Non, on est responsable de notre ignorance volontaire. Hein. Et c'est pourquoi on peut être ouvert sans crainte, mais ouvert à la vérité, comme à ce qui est fait pour nous et constitue tout notre bonheur. Hein. Pourquoi on a été fait par la vérité? Parce que, on le répète, c'est l'aliment, c'est l'objet propre de notre plus haute faculté en nous, l'intelligence. Bon, ça, faut découvrir ça aussi, parce que, bon.
Notre vie éternelle sera de contempler Dieu, la vérité éternelle. Donc je vous rappelle la parole de Jésus, dans Saint Jean, dans les derniers chapitres, avant la Passion, ce qu'on appelle son testament spirituel, ça doit être les chapitres 15 à 17 de l'Évangile de Saint Jean. La vie éternelle, et ça c'est à la fin de ce testament spirituel, la vie éternelle, dit Jésus, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, dit Jésus en parlant de son Père, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, les apôtres, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Ça, j'ai fait une fois. Être ouvert à toutes sortes de vérités signifie, entre autres, à ne pas se figer à un état donné dans la science, de la connaissance. La science au sens général. Cela suppose une docilité, une humilité de l'intelligence face au réel, qui nous dépasse infiniment le réel, comme on l'a déjà dit. Une source principale intellectuelle de l'erreur, surtout chez les grands philosophes, c'est l'esprit de système. On attaque un autre problème. Qu'est-ce que c'est? Ça va vous expliquer, ça va vous faire comprendre comment il y a des erreurs, comment certains courants philosophiques sont dans l'erreur. Ce qu'on ne comprend pas, parce que ce sont des gens super intelligents et qui ont fait des traités, qui ont élaboré des traités admirables. Même Kant, traité de la raison pure, critique de la raison pure. Mais bon, quand on met en lumière les défauts de la cuirasse, on s'aperçoit que ces courants sont en grande partie infectés d'erreurs. Alors une source principale intellectuelle de l'erreur, surtout chez les grands philosophes, c'est l'esprit de système, comme on disait. Qu'est-ce que c'est? En général, l'intelligence de ces grands esprits ne commence pas par être dans l'erreur. Elle commence par découvrir quelque chose de vrai, par prendre conscience d'un aspect du réel qui est vrai. Et ayant découvert un aspect de la vérité, tellement fier de sa découverte, ce grand esprit veut tout expliquer par là. Bon, je donne une interprétation, c'est pas toujours là. Mais pour expliquer en gros, comment arrive l'erreur comment arrive cet esprit de système qui conduit à l'erreur. Ce grand esprit, donc, a découvert quelque chose de très intéressant dans la réalité, et il a la tentation de tout expliquer par là, et méprise les autres aspects du réel qui ont été découverts par ceux qui ont précédé ou par d'autres. On va donner des exemples. On tombe alors dans l'esprit de système en voulant tout expliquer à partir d'un aspect particulier de la vérité qu'on a découvert, et c'est ainsi que l'on tombe dans l'erreur. C'est ainsi que Descartes, par exemple, ébloui par cette science des mathématiques, a voulu expliquer le monde uniquement avec la quantité, l'objet des mathématiques. Il a été ébloui par ce que pouvait faire cette science à ce sujet, et il a rejeté le reste, en particulier la réalité métaphysique. On avait aussi Pythagore qui disait que la substance des choses, l'essence, est du domaine des mathématiques, du domaine de la quantité. C'est ainsi encore que des génies qu'on a appelés philosophes sont tombés dans des erreurs aberrantes comme l'idéalisme de Kant et de ses successeurs. Kant, il a repris ce qu'avait dit Descartes, et ça se tient d'une certaine manière leur chose, parce que si on réfléchit pas, si on dit pas ce qu'on a dit,
pour mettre l'erreur en lumière, si on est mal formé ou pas formé. Bah oui, qu'est-ce qui me dit que ce que je connais, c'est la même chose que ce qui existe, hein? On a vu comment on peut réfuter une telle erreur, mais en premier abord, bah, ça se tient, hein? Qu'est-ce qui me dit que la réalité, j'ai que ma faculté de connaissance pour la connaître, donc ce que je connais, c'est elle qui me le donne, mais qu'est-ce qui me dit qu'elle me donne bien ce qui existe en soi-même? Bon, il y a plusieurs arguments, on en a donné, puis il y a aussi celui-là, c'est que pour pouvoir faire la différence entre ce que je connais et ce qui est dans mon esprit, il faut que j'ai une certaine intuition, une certaine vue des deux, de la réalité et de ce que je connais. Le seul fait de pouvoir faire cette différence fait que j'atteins effectivement la réalité. Et puis on a d'autres arguments qu'on a donnés, mais au départ, c'est pas bête leur chose, c'est troublant. Hein. Et alors à partir de là, mais bon, ça il faut aller au-delà de ça, et on a vu que bah, si on se lance dans cette, si on se laisse prendre dans cette, attirer dans cette, dans ce dédale, on se retrouve enfermé dans notre connaissance, et puis on n'a plus de référence à la réalité. À ce moment-là, on n'a plus de connaissance, hein, vous voyez, tout simplement. Il faut, donc là, la solution, bon, on l'a donnée, on va pas revenir dessus. On a assez donné d'indications pour ce qui concerne la connaissance. À cela s'ajoute, donc, dans notre sujet, là, à cela, l'esprit de système, à cela s'ajoute souvent la passion, hein, certaines inclinations, l'orgueil, hein, qui peuvent influencer défavorablement nos jugements, hein. On veut absolument convaincre, sans se donner la peine, sans avoir l'humilité de regarder la vérité telle qu'elle est, même si elle ne nous plaît pas, même si elle ne va pas dans le sens qu'on voudrait. Hein. Bah, vous avez par exemple Descartes qui part de l'erreur des sens pour mettre tout en doute. Bon, bah si, je sais pas s'il en était conscient ou s'il l'a fait exprès, mais ça se résout bien simplement. Et ben, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Par exemple, la rame de la barque qui paraît brisée, à moitié immergée dans l'eau. Ben, il faudrait répondre que le sens, lui, il me donne ce qu'il reçoit, tout simplement. Mais le sens ne me dit pas que la rame est brisée. C'est moi qui interprète ça comme une rame brisée, parce que je connais dans mon expérience, dans ma mémoire, dans tout ce que je connais, avec mon intelligence, toutes mes facultés, que, en principe, une rame, c'est droit. Hein, j'en ai vu, déjà, en dehors de l'eau. Et quand je la vois dans l'eau, qu'elle me semble brisée, je dis, c'est une, ça peut représenter une rame brisée. Bon, je sais bien qu'elle n'est pas brisée, mais le sens, je peux interpréter ça comme le fait que le sens me la représente brisée dans l'eau. Mais le sens, lui, il ne me dit pas qu'elle est brisée. La vue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me rapporte ce qu'elle saisit à ce niveau-là, comme c'est tout. Une forme ici, une forme là, etc. Mais la rame ne me dit pas que la rame le fait de déclarer que la rame est brisée, c'est une interprétation de moi, de ce que je reçois des sens, d'après ce que je connais, d'après mon expérience. Vous voyez? Donc il n'y a absolument pas question d'erreur des sens, il s'agit d'une erreur d'interprétation si je pense que la rame est brisée. Personne ne pense qu'une rame est brisée parce qu'elle est dans l'eau. On a aussi l'expérience de ce genre de phénomène. Vous voyez? Donc, et ça, c'est le point de départ de toute la philosophie de Descartes. Et Descartes est le point de départ de toute la philosophie des idéalistes qui vont suivre, des principaux philosophes, jusqu'à Hegel qui passe pour le plus grand philosophe du 19e siècle. Vous voyez, jusqu'où ça va, là. Alors qu'il suffisait de considérer la chose tout simplement au départ. Et de dire que bah, quand on connaît, puis c'est tout. Après, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on connaît avec les sens, avec l'intelligence, c'est-à-dire analyser le processus de la connaissance. Donc, on a ainsi une explication de la contradiction
que l'on trouve chez les philosophes, parce qu'ils ne devraient pas se contredire, puisque normalement ils sont tous là pour étudier la réalité, qui elle n'est pas contradictoire elle-même, la réalité elle est comme elle est. Bon, alors quelle est cette explication de la contradiction chez les philosophes? Parce qu'ils se contredisent. Hein. Par exemple, il y en a un qui dit que Dieu existe, l'autre qui dit que Dieu n'existe pas. Alors, l'un se laisse éblouir, comme on le disait, par un aspect de la vérité, et se met à développer ce point à l'excès, en méprisant ce que d'autres ont vu de vrai également. Bah, par exemple, pour l'évolutionnisme, notre brave Darwin, bon, je ne sais peut-être pas si on peut le classer comme philosophe, mais il s'est focalisé sur ce fait que les animaux pouvaient évoluer les uns après les autres, et voilà, sans considérer que les animaux, ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Hein, s'ils sont ce qu'ils sont, et pour devenir autre chose, il faut qu'il y ait autre chose. C'est tout simple. Hein. Mais bon, il se laisse éblouir par... bon, bah oui, tiens. Alors, donc, comment arrive la contradiction entre les philosophes? L'un se laisse éblouir, comme on le disait, par un aspect de la vérité, et se met à développer ce point à l'excès, bon, en méprisant ce que d'autres ont vu de vrai également. Vient un autre philosophe qui, remarquant les erreurs du précédent, entreprend de les corriger, et se laisse éblouir par le chemin où il s'engage, et méprise à son tour tout le reste, ou ne prend pas la peine de le considérer non plus, hein, et fonde un système contradictoire au précédent, et ainsi de suite. Comme Kant, hein, il aurait pu voir, je pense pas qu'il a étudié les philosophes précédents, sinon il serait rendu compte que... Bon, de ce fait, la philosophie semble être quelque chose qui oscille entre des systèmes contradictoires au cours de l'histoire. Hein. Ben, on a l'explication ainsi c'est ainsi que la philosophie est devenue aujourd'hui plutôt une histoire de la philosophie qu'une science. Hein. Personne n'osant dirimer les questions et dire où est la vérité, hein, craignant de se faire aussitôt rejeter comme prétentieux pédant. Hein. Allez voir un professeur de philosophie et dites-lui, mettez-lui en face de philosophes contradictoires et demandez-lui qui a raison. Je crois qu'il va, les 3/4 du temps, ils vont vous répondre, ils ont raison tous les deux. On pense que pour le faire, il faudrait avoir au moins le même génie, alors qu'il suffit d'être tout simplement ouvert à la réalité entière, à la vérité. Bah oui, c'est vrai que pour dire que ces grands esprits se sont trompés, on peut passer aussi pour des gens très prétentieux. Hein, mais non, il faut simplement il suffit d'être tout simplement ouvert à la vérité, comme je disais, comme j'ai discuté avec ce professeur de philosophie spécialiste de Kant. Bon, critique de la raison pure, catégorie, choses, machin chouette, etc. Oui, mais là au départ, là, il part, tout bêtement, hein, il admet qu'on ait des connaissances dans l'esprit, hein, les catégories, bon. Et d'où ça vient tout ça? Ah, il m'a dit oui. C'est le défaut de la cuirasse. Bah oui, mais j'ai dit si on met ça en lumière, tout s'écoule. Tout le reste s'écoule parce que tout est basé là-dessus. Hein, voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être un génie, forcément. Il n'y a qu'à mettre le doigt sur les défauts de la cuirasse et puis c'est tout. En sachant que la vérité est la conformité de l'esprit à la réalité. Hein. Si ce philosophe avait été entièrement ouvert à la vérité, il n'y aurait pas eu de contradiction dans l'histoire de la philosophie. Car la vérité elle-même ne peut pas se contredire, puisqu'elle s'appuie sur la réalité, laquelle ne peut pas être contraire à elle-même. Hein. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre, je sais pas moi, par exemple, une fenêtre et puis une porte dans un appartement. Chacun existe à sa façon et chacun est un être particulier
qui n'est pas en contradiction ni contraire aux autres. Ils ont chacun cette caractéristique d'exister, voilà, tout simplement. Une même réalité, est-ce qu'elle est? Elle ne peut pas être en même temps une chose et son contraire. Hein? Alors, les sciences expérimentales donnent, elles, l'impression d'une parfaite entente. Pourquoi? Eh bien, parce que leur théorie se vérifie au contact de l'expérience. On l'a vu, un savant peut avoir découvert une très belle théorie. Il faudra toujours un jour ou l'autre qu'elle vienne se confronter avec l'expérience. Et c'est l'expérience seule qui décidera si la théorie est bonne ou non. Voilà. Mais bon, on dit les sciences expérimentales donnent l'impression d'une parfaite entente. Bon, c'est pas vrai non plus. Hein. Il y a des discordes aussi entre les savants. Hein. Enfin, en général, c'est vrai qu'une théorie se vérifie dans l'expérience, et là, ils sont bien d'accord pour dire si elle se vérifie ou non. Dans la philosophie, on n'a pas de confrontation directe des théories avec l'expérience. Hein. Il y a certains domaines où on ne peut pas aussi, avec autant d'évidence, faire des expériences. On ne peut pas, par exemple, vérifier expérimentalement si l'homme a une âme et si elle est immortelle, parce que c'est quelque chose d'immatériel. L'âme n'apparaîtra jamais sous aucun instrument de mesure. On ne peut qu'en déduire l'existence en particulier, dans la différence entre un homme vivant et le même mort, où la matière est exactement la même, mais où il faut admettre quelque chose qui faisait que cet être était si bien organisé avant sa mort, et plus du tout après. Hein, et on n'a pas autant de moyens de vérification, mais on a tout de même des moyens de démonstration qui sont probants, hein, qui sont péremptoires. Hein. En philosophie, les raisonnements aboutissent à des vérités qu'on ne peut pas vérifier expérimentalement, dont on est certain seulement d'après la rigueur du raisonnement. Et pour cela, il faut très bien connaître les règles du raisonnement, qui sont, on l'a dit, hein, les règles de la logique. D'autant plus que la métaphysique est la plus haute des sciences et la plus difficile. Si on les connaît mal ou pas du tout, ces règles de la logique, on peut facilement se tromper et tromper les autres. Surtout si on est un génie, parce que on peut faire ainsi de beaux raisonnements en apparence, hein, comme la critique de la raison pure de Kant, qui en fait sont faux, et tromper tout le monde en donnant l'apparence d'une belle vérité. Bon, il y a aussi un groupe important de personnes, de spécialistes qui sont d'accord pour dire que, bon, et on croit que ça fait autorité, alors que des fois ça ne repose pas toujours sur la vérité. C'est ainsi que l'on a des systèmes contradictoires, ce qui est signe de l'erreur, parce que sous une belle apparence, et qui attire malheureusement beaucoup de personnes. Hein. La contradiction, on l'a vu, je crois, c'est de dire que la même chose est et n'est pas. Hein. Par exemple, j'ai dit le soleil existe, et puis j'ai un autre, ou moi-même, je dis en même temps le soleil n'existe pas. Ce sont deux affirmations contradictoires, parce que l'une affirme ce que l'autre nie, hein, spécialement au point de vue d'existence. Et donc, qu'il y ait des systèmes contradictoires en philosophie, c'est signe d'erreur, parce que, pour la bonne raison de ce principe, qui dit que, le principe de contradiction, qui dit qu'une même chose ne peut pas en même temps être et ne pas être. Hein, il n'y a rien de plus évident. Si elle est, elle est, si elle n'est pas, elle n'est pas, mais elle ne peut pas en même temps être les deux. Bon, Hegel va quand même réussir, bon. On passe, on en a parlé, on en reparlera peut-être. Il y a une philosophie qui procède comme la science, la vraie philosophie, avec une logique très élaborée qui permet d'arriver avec certitude au vrai. C'est celle que nous adoptons,
qui va nous permettre d'arriver à la vérité et de démasquer les erreurs. Malheureusement, cette philosophie, présentée comme une histoire de la philosophie, est celle qui est adoptée par l'enseignement officiel. La fausse philosophie, qui est présentée comme histoire de la philosophie, qui présente plusieurs systèmes contradictoires, c'est celle qui est adoptée par l'enseignement officiel, où l'on ne sait plus dire où est la vérité et l'erreur. Bon, il faut quand même être au courant de ce qui s'est fait, et ce qu'on fait aussi dans la philosophie scolastique, thomiste, celle que le réaliste, celle qu'on adopte, mais savoir où elles en sont par rapport à la vérité, ne pas les accepter comme également valables, comme des systèmes philosophiques valables, alors qu'ils sont contradictoires. Forcément, il y en a un des deux, ou les deux, qui sont faux. Mais il y a aussi, et il y a encore de la contradiction dans ce qu'on appelle la science, parce qu'il y a aussi en ce domaine beaucoup de théories qui n'est pas toujours vérifiable par expérience. On voit donc encore ici les limites de l'intelligence humaine, jusque dans les plus hautes sciences, où l'on peut être dans l'erreur. Voilà, c'est la fin de la deuxième partie de ce cours. À bientôt pour la troisième partie.